Bonjour à tous, c'est Professeur Michaud. On va parler aujourd'hui des tubulopathies de l'anse de Halley. C'est un cours bien sûr destiné aux résidents en néphrologie. Donc, vous avez bien compris, tous les troubles tubulaires dont je vais parler aujourd'hui, ça va toucher les cellules tubulaires de l'anse de Halley. Alors, un peu de physiologie, comment ça se passe, comment ça fonctionne au niveau de la branche ascendante de l'anse de Halley. Donc, comme vous savez, toutes les cellules ont la fameuse pompe NAK-ATPase qui va tourner et qui va diminuer le sodium intracellulaire, ce qui va pousser le sodium urinaire à rentrer à l'intérieur de la cellule grâce au cotransport NAK2Cl-. Donc le chlore absorbé va sortir par des canaux spécifiques, mais aussi par un cotransporteur basolatéral, chlore et potassium. Le sodium va être pompé grâce à la pompe NAK-ATPase. Donc, avec l'absorption du sodium en grande quantité, il y aura la négativation de la lumière urinaire, ce qui va pousser tous les cations à sortir de la cellule, dont le potassium. Donc, il y aura une sortie du potassium. La sortie du potassium va entraîner l'inversion de la charge urinaire, la charge électrique urinaire, vers la charge négative. Donc, ça va pousser tous les cations à être réabsorbés par voie paracellulaire. Et les cations les plus absorbés sont le calcium et le magnésium. Donc, au niveau de la branche ascendante de l'anse de Halley, on aura une absorption du sodium et du chlore. On aura une petite élimination du potassium, mais on aura surtout une réabsorption massive du calcium et de magnésium. Il faut savoir et intégrer aussi qu'il y a des récepteurs sensibles au calcium. Donc, c'est les mêmes situés au niveau des parathyroïdes. Ces récepteurs au calcium, lorsqu'il y a beaucoup de calcium, ça va être activé et cette liaison calcium et récepteur à calcium sensible au calcium va à son tour inhiber les cotransports NAK2Cl, mais aussi les canaux potassiques. Donc, ça va empêcher l'inversion de la lumière tubulaire et ainsi empêcher la réabsorption du calcium. Donc, c'est un élément, c'est un cycle de régulation de l'absorption du calcium. Plus il y a du calcium, plus le récepteur sensible basolatéral va être activé, donc il va inhiber les mécanismes de réabsorption du sodium, elle-même responsable de la réabsorption du calcium et inversement. Le premier trouble, et pas des moindres, le plus grand trouble de l'absorption au niveau de la branche ascendante de l'anse de Halley, c'est le syndrome de Bartter. Donc le syndrome de Bartter est un syndrome bien connu depuis très longtemps. Il y a 5 types. Donc le premier, le type 1, c'est-à-dire le syndrome de Bartter type 1, est autosomique récessif, porté par le chromosome 15. Il est secondaire à l'inhibition du cotransport NAK2Cl-. Donc, il n'y aura pas du tout le mécanisme de réabsorption du sodium à ce niveau-là. Et généralement, ça s'exprime au niveau de la vie anténatale, c'est-à-dire déjà dans la vie intra-utérine. Le type 2, le syndrome Bartter type 2, porté par le chromosome 11, autosomique et récessif, lui est causé par l'inhibition des canaux potassique. Donc, peu importe ce qui va se passer en avant, la pompe NAK-ATPase, le cotransport NAK2Cl-, le fait qu'il n'y a pas les canaux potassiques, il y aura finalement une inhibition et un arrêt de l'absorption à ce niveau de sodium. Ça s'exprime généralement soit dans la vie anténatale, soit dans la petite enfance. Le syndrome de Bartter de type 3 est secondaire finalement à l'inhibition des canaux chlore basolatéraux. Donc c'est un trouble porté par le chromosome 1, c'est un trouble autosomique récessif et ça s'exprime dans l'enfance mais aussi dans certaines mutations chez l'adulte. C'est-à-dire les premiers symptômes peuvent être dans l'enfance ou bien à l'âge adulte. Alors, pour le type 4, le syndrome de Bartter de type 4, c'est en fait
c'est une mutation de la bartine, qui est une sous-unité régulatrice du canal chlore basolatéral. Donc, c'est à différencier du parterre type 3. Hein. Type 3, c'est le canal en lui-même qui n'existe pas. Et le type 4, c'est la sous-unité bartine. C'est un trouble autosomique récessif porté sur le chromosome 1. Mais cette bartine, cette molécule-là, elle existe aussi dans l'oreille interne. Vous savez, dans cette oreille interne, il y a de l'eau qui va, dans le mouvement, va entraîner l'équilibre, mais aussi en fait, l'audition. Donc, pour le syndrome de Bartter de type 4, l'expression peut être anténatale, mais aussi dans la petite enfance, et elle est associée à une surdité de perception, parce que c'est un problème au niveau de l'oreille interne. Le syndrome de Bartter type 5, c'est autre chose, donc c'est un problème au niveau des canaux du récepteur sensible au calcium porté sur le chromosome 3. C'est un trouble autosomique dominant. En fait, c'est une activation qui est différente. Vous avez vu le type 1, le type 2, le type 3, le type 4, c'est une mutation inhibitrice. Mais dans le type 5, c'est une mutation activatrice. Donc, on a une activation de ces récepteurs sensibles au calcium, indépendamment du calcium, hein, entendez bien. Et ça va entraîner, par fait d'inhibition des contransporteurs NAK2Cl-, mais aussi des canaux potassiques, une inhibition de la réabsorption à ce niveau. Et il faut savoir aussi que ces récepteurs sensibles au calcium existent aussi au niveau de la thyroïde. Donc, s'il y a une mutation activatrice au niveau du rein, il y aura aussi la même mutation, c'est la mutation activatrice de ces récepteurs sensibles au calcium. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la thyroïde, ces récepteurs sont stimulés. Donc, la thyroïde va recevoir l'information qu'il y a trop de calcium et elle va sécréter de moins en moins de PTH. Donc, on aura dans cette forme-là de type 5 du syndrome de Bartter une association clinique avec une hypocalcémie. Donc, on va parler maintenant de l'expression clinique du syndrome de Bartter, puisqu'on a parlé surtout des mutations, de la localisation des mutations, mais aussi ces mutations, est-ce qu'elles existent uniquement au niveau du rein ou bien dans d'autres organes. Maintenant, on va parler comment ces malades-là vont exprimer leur pathologie. En fait, c'est logique. Dans le syndrome de Bartter, il y a un problème d'absorption, n'est-ce pas? Absorption du sodium, peu importe où est la mutation. Donc, on va avoir un syndrome polydipsique. Donc, il y a perte de sodium, perte d'eau, et les patients auront besoin de boire énormément. Ce sodium qui n'est pas absorbé au niveau de la branche, au niveau de l'anse de Henle, branche ascendante de l'anse de Henle, se retrouvera au niveau du néphron distal. Donc, qui va récupérer tout ce travail? Bien sûr, c'est la cellule principale du tube collecteur. Donc, elle va essayer de pomper au maximum grâce à ces mécanismes, pompe NAK-TPase, sodium va diminuer à l'intérieur de la cellule, le sodium va rentrer par le canal sensible au sodium, et puis ça va entraîner une lumière négative, ce qui va pousser le potassium et l'ion H+, à sortir. Donc, ça va travailler en outrance et ça va donner en fait, une alcalose métabolique hypocalémiante. En fait, cette perte de sodium va interpeller les cellules tubulaires principales qui vont envoyer un signal vers l'appareil justaglomérulaire en disant qu'il y a trop de sodium qui arrive vers le néphron distal. Il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter de la rénine, angiotensine, aldostérone. Et cette aldostérone va partir vers la cellule tubulaire principale du tube collecteur et il va l'obliger à travailler beaucoup plus et c'est ça qui va donner une alcalose métabolique et l'hypocalémie. Il y a aussi le problème d'un effet en fait d'équilibre. Il y a une surstimulation du système rénine angiotensine aldostérone qui va entraîner une alcalose et une hypocalémie. Cette hypocalémie va être ressentie au niveau du rein. Il va sécréter la prostaglandine parce que lui, c'est pas normal. La prostaglandine, en fait, c'est l'antagoniste du système rénine angiotensine. L'un augmente la réabsorption du sodium, c'est la rénine angiotensine aldostérone, et l'autre, c'est une hormone natriurétique.
la prostaglandine. Donc, elle va essayer de bloquer cette activité système rénine-angiotensine, mais elle ne peut pas parce que la stimulation est en continu de l'appareil justaglomérulaire. Donc, il y aura une stimulation simultanée de système rénine-angiotensine L2C1 et de son antagoniste, la prostaglandine E et F. Et vous allez voir pourquoi j'insiste sur l'augmentation de la prostaglandine. Donc, mis à part le problème d'eau et de perte de sodium et de l'alcalose, l'hypocalémie et l'augmentation de la prostaglandine, il y a aussi un autre problème assez intéressant. En fait, tout ce mécanisme va empêcher l'absorption du calcium et du magnésium. Souvenez-vous, il est absorbé en paracellulaire par le fait que la lumière devient positive après la sortie du potassium. S'il n'y a pas le mécanisme primaire de la réabsorption du sodium à ce niveau, il n'y aura pas de réabsorption du calcium et du magnésium. Donc automatiquement, on aura une hypercalciurie, hypermagnésiurie, et on aura des lithiases calciques, voire même des nithrocalcineuses. Donc, dans les formes de la maladie du syndrome de Bartter, dans le type 1 surtout, lorsque l'expression est antinatale, on aura plusieurs expressions cliniques. En fait, elles sont toutes logiques. Cet enfant va avoir au moment de la grossesse, on aura une hydramniose secondaire au syndrome polyuropolydipsique. En fait, le bébé va uriner énormément. Donc, on aura une hydramniose. Mais aussi, on aura un retard de croissance. L'hydramniose va l'empêcher de grandir. Mais aussi, et surtout, la prostaglandine qui est sécrétée va entraîner des contractions utérines. Il y a l'action de la prostaglandine sur l'utérus qui sont les contractions utérines. Donc, on aura un risque, en fait, d'accouchement prématuré. Généralement, c'est des enfants qui naissent prématurément où il y a une hydramniose avec un retard staturo-pondéral. Dans les formes dans la petite enfance, en fait, on aura tous les symptômes qu'on a vus, le syndrome polyuropolydipsique, lithiase, etc., néphrocalcinose, etc. Mais on aura aussi un faciès bien particulier. On aura un front bombé, un visage triangulaire. Et aussi un retard staturo-pondéral, puisque n'oublions pas qu'on perd beaucoup de calcium et qu'il y a toujours une note de déshydratation. Donc, ces enfants, avec l'hypocalémie, ont souvent des retards staturo-pondéral avec des troubles digestifs dus à l'hypocalémie, donc des faiblesses musculaires, etc. Malgré que dans certaines familles, c'est complètement asymptomatique. Donc pour les formes adultes, l'expression la plus fréquente, c'est les faiblesses musculaires, mais aussi l'asthme secondaire et la faiblesse du diaphragme et des muscles intercostaux. Donc il faut savoir que pour le syndrome de Bartter de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ils peuvent être complètement asymptomatiques. Et parfois, l'expression clinique est frustre. Et parfois, ça s'exprime finalement par des expressions très visibles, telles que les troubles musculaires, l'asthme, les troubles staturo-pondéral, troubles digestifs, un faciès particulier, etc. À cela, il faut ajouter que dans le syndrome de Bartter secondaire à la mutation de la Bartine, qui est le syndrome de Bartter type 4, il y a toujours une association avec la surdité de perception. Donc lorsqu'on a une surdité de perception, on n'a pas besoin de faire un test génétique, on sait que c'est la sous-unité de Bartine. Mais aussi, il ne faut pas oublier, s'il y a dans l'expression clinique une hypocalcémie, sachez que c'est automatiquement le syndrome de Bartter de type 5. Le traitement du syndrome de Bartter consiste finalement à un traitement symptomatique. Il y a une hypocalémie, on va supplémenter en potassium, ou bien on va donner des diurétiques épargneurs de potassium. Il y a une augmentation de la prostaglandine qui crée un problème divers, parce que la prostaglandine, elle a beaucoup d'effets en fait sur les organes, pas que l'utérus ni le rein. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes neurologiques, etc. Donc on va donner l'indométacine qui est un inhibiteur de la prostaglandine. Donc on va finalement faire un traitement en supplémentation de potassium et donner un inhibiteur de la prostaglandine, c'est l'indométacine. Le deuxième syndrome dû à une tubulopathie au niveau de l'anse de Rayleigh, mis à part le Bartter, c'est le syndrome hypomagnésémie hypercalciurie, qui est un syndrome
portée par le chromosome 1 ou bien 3. Donc 1 lorsque la mutation touche la claudine 19 et le chromosome 3 lorsque la mutation touche la claudine 16. En fait, la claudine, c'est les paracellines, c'est des protéines qui existent en paracellulaire. Lorsqu'elles sont mutées, le calcium et le magnésium ne peuvent pas être absorbés. Donc, dans ce syndrome-là, on aura une hypomagnésémie parce que le magnésium n'est pas absorbé, une hypocalcémie parce que le calcium n'est pas absorbé, et on aura une hypermagnésurie et hypercalciurie. Donc, c'est un syndrome extrêmement rare. Et je crois qu'il y a 100 cas dans le monde. Et parfois, il faut savoir qu'il est associé à des troubles oculaires très très graves. Donc c'est un syndrome assez rare, mais il faut y penser. Bon, je pense pas qu'il y a en Algérie, mais bon, si vous tombez sur un cas pareil, n'oubliez pas, une hypomagnésémie avec une hypercalciurie, avec un trouble oculaire, il faut y penser. Voilà, j'espère que ça a été simple, que j'ai essayé de vous faire comprendre tous les rouages des tubulopathies de l'anse de Halley. On va continuer, Inch'Allah, avec les tubulopathies du tube distal, puis du tube collecteur. Et comme ça, on va construire peu à peu notre culture en néphrologie. À la prochaine, Inch'Allah.